נפשי קומה לכל סוברי בארץ ציון ויואב במויי. Lubavitch, le rabbi, le mouvement et les hommes. Un feuilleton en 15 épisodes conçu et animé par Olivier Gulan avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelver. Réalisation sonore Judith Arfi. Serge Brodovitch, bonjour. Bonjour. Alors la dernière fois, nous en étions restés à la mort du rabbi Schneur Zalman de Liadi, le fondateur du mouvement Lubavitch. C'était en 1813 et aujourd'hui nous allons poursuivre et évoquer l'histoire du mouvement Lubavitch jusqu'en 1917. Ce sera le thème de cet épisode, mais également de l'épisode suivant. Et nous allons commencer par le successeur de Rabbi Schneur Zalman de Liadi. Alors son successeur, Rabbi Schneur Zalman, a eu 3 fils, et celui qui lui succède, c'est Rabbi Dovber. Pour qualifier en quelque sorte Rabbi Dovber, on pourrait citer un mot de Rabbi Schneur Zalman à son propos. Rabbi Schneur Zalman disait de son fils, si vous lui pratiquez une entaille dans son doigt, c'est pas du sang qui coulera, c'est de la chassidoute. Il veut dire par là que, et on le verra, que son fils est un homme à la sensibilité chassidique extrême, à la fleur de peau. Ça se verra dans ses attitudes, dans ses écrits. On verra aussi à partir de ce moment, et quand on abordera les autres membres, les autres leaders du mouvement Chabad, qu'ils ne sont pas seulement des leaders religieux au sens où ils dispensent un enseignement, mais aussi ce seront des leaders politiques. Et ça, je crois que vous aurez à cœur de l'évoquer, Olivier, un de ces jours. Ce sont des leaders aussi communautaires, dans la mesure où ils auront à cœur de défendre leur communauté de toutes les attaques, et Dieu sait s'il y en aura, qu'ils auront à affronter dans la Russie qui va les affronter. Alors on se souvient que Rabbi Schneur Zalman avait fui devant les armées napoléoniennes. À quel endroit s'installe Rabbi Dovber? Alors Rabbi Dovber, à l'époque où Rabbi Schneur Zalman quitte ce monde, Rabbi Dovber était dans un petit village qui s'appelait Kremenchug, mais en 1813, il s'installe véritablement à Lubavitch. Alors on va dire un tout petit mot de ce qu'est Lubavitch. Lubavitch vient de Liuba et Vitch. Liuba en russe c'est l'amour, ça s'appelle la ville de l'amour. Pour quelle raison? Eh bien, on dit que Lubavitch, bien avant, plus d'un siècle avant l'établissement et l'avènement du chassidisme, était une ville où venaient se recueillir les maîtres dissimulés, les maîtres cachés du judaïsme, les prédisciples du Baal Shem Tov. Elle a été appelée la ville de l'amour, d'après la tradition, parce qu'un homme y vivait, qui s'appelait Meir, et qui toute sa vie a dédié tous ses actes à l'amour des créatures, et en son souvenir, on l'a appelé Liuba, qui est devenu plus tard Lubavitch. Alors Lubavitch, ça a été effectivement depuis 1813 jusqu'en 1916, le sanctuaire, enfin disons même la citadelle, le fief du mouvement Lubavitch, au point qu'il a gardé le nom de cette ville. Et alors avec Rabbi Dovber, un grand nombre de Lubavitch, d'adeptes du Rabbi vont s'installer là-bas. Alors, dans la ville. Pour terminer sur Lubavitch, la ville de Lubavitch n'existe plus, ce n'est plus qu'un bocage, il n'y a même plus de traces de ville. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1941, eh bien, lorsque les Allemands sont arrivés à Lubavitch, il restait 630 juifs qu'ils ont exterminés, comme dans bien d'autres endroits en Russie, en une matinée. Au 19e siècle, c'était une ville de quelle taille à peu près? C'était un petit bourg. C'était un petit bourg qui se trouve au nord-ouest de Moscou, à côté de Smolensk, de Vitebsk. Et là, la grande majorité des habitants étaient juifs? Non, pas vraiment. Il n'y avait pas que des juifs à Lubavitch. Il y avait également des non-juifs. Et puis plus ça allait, plus les persécutions allaient, et moins finalement il y avait de non-juifs. Il y avait des juifs Lubavitch eux-mêmes, et puis il y avait des juifs qui n'étaient pas Lubavitch. Et donc c'est à cet endroit que Rabbi Dovber s'installe. Alors Rabbi Dovber, c'est un homme qui est véritablement un homme qui va élargir, étayer avec une très grande vigueur les enseignements de son père. Les ouvrages qu'il a écrits sont très épais. Il a écrit un commentaire
du seul livre de Bereshit, qui est véritablement épais, comme on peut dire, comme 2 annuaires. Il avait une faculté d'écrire véritablement surpuissante. La tradition dit que quand il écrivait, lorsqu'il écrivait la 40e ligne d'un feuillet, la première n'était pas sèche. C'était un homme qui ne vivait que de chassidisme, qui ne vivait que dans la mesure où il pouvait dispenser de l'enseignement chassidique. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas les pieds sur terre, puisqu'il a fait beaucoup pour les juifs de son époque, du point de vue social. Et ça, c'était une constante de tous les rabbis de Lubavitch. Les rabbis de Lubavitch ont adjuré les juifs de leur époque d'arrêter de se mêler de commerce d'argent, mais d'opter pour des commerces honnêtes, à savoir le travail de la terre, de s'installer sur des terres. Et les rabbis de Lubavitch ont beaucoup milité pour que les gouvernements allouent la possibilité aux juifs de s'établir sur des terres qui seraient peut-être pas eux, mais qui leur permettraient de vivre dignement du travail de leurs mains. Alors, pourriez-vous nous dire vraiment en quelques mots comment on vivait, comment se passait la vie quotidienne à la cour du rabbi Dovber, dans son entourage? La cour, c'est encore une fois un terme sur lequel vous vous obstinez et que je m'obstine à rejeter. La cour du rabbi, en fait, on va l'expliquer, c'était des chassidim qui écoutaient ses enseignements. Ces enseignements étaient extrêmement long parfois, ce n'est plus comme à notre époque. Une dissertation chassidique pouvait durer des heures avec les chassidim en train de l'écouter et le rabbi les yeux fermés en train de la dire. Et le rabbi Dovber était, comme on a dit, un chassid, un maître qui avait le chassidisme et la sainteté tellement à fleur de peau qu'on dit qu'il avait une chapelle de chassidim qui, lorsqu'il chantait, était obligé de chanter avec lui pour lui rappeler que la terre existait encore. Parce qu'on avait peur que, pour employer une périphrase, il s'envole. C'était un homme dont la sensibilité de la sainteté était à fleur de peau. Alors, ça n'a pas empêché non plus d'être aussi incarcéré en prison, parce qu'il y a eu aussi des dénonciations. On a dit que la belle choule que les chassidim lui avaient construit ne visait rien moins qu'à rétablir le temple et qu'il voulait être un nouveau Shabbatai Tzvi et se proclamer roi d'Israël. Et ça lui a valu aussi de la prison. Il faut dire aussi à ce sujet que, en dehors de l'actuel rabbi de Lubavitch, qui je dois dire l'a échappé belle, il y a une tradition des maîtres de Lubavitch d'aller en prison. Ce sont des pensionnaires émérites des géoles russes et soviétiques. Est-ce que ces fidèles travaillaient ? Ces fidèles travaillaient bien sûr. Il y avait, comme dans toute communauté chassidique, des gens qui étudiaient la Torah, mais c'est mal perçu à notre époque. Les gens pensent que étudier la Torah, c'est être un feignant. Étudier la Torah pour être, quand on lit le Tanya et quand on le voit, même pas seulement chez les chassidim, chez d'autres mouvements, ça peut véritablement être un labeur. Il faut noter aussi une chose chez Rabbi Dovber. Mais la majorité donc des chassidim de Lubavitch à cette époque travaillaient. Oui, certainement, ils travaillaient. Il y a le travail, c'est fondamental chez les chassidim de Lubavitch parce que le travail tant matériel que spirituel. Chez les chassidim Chabad, on ne veut rien de gratuit. Du reste, lorsque l'actuel rabbi prendra ses fonctions, il dira solennellement aux chassidim, je suis là pour aider, mais pas pour faire le travail à votre place. Alors le successeur de Rabbi Dovber s'appelle Rabbi Menachem Mendel. Menachem Mendel. Juste avant d'évoquer, je voudrais évoquer quelque chose de très important. Rabbi Dovber établira une colonie juive en Israël, à Hebron, où sa fille fondera une grande colonie, et Hebron sera jusqu'à très tard une grande place forte du judaïsme Chabad en Israël, et on aura l'occasion de l'évoquer. Alors Rabbi Menachem Mendel naît en 1789 et c'est probablement véritablement l'homme qui est le plus représentatif de Rabbi Shneur Zalman. Ici, on va dire un petit mot, si vous le voulez, de la contribution des femmes au judaïsme, au chassidisme Chabad. Une petite histoire chassidique. Rabbi Shneur Zalman avait une fille qui s'appelait Dvorah Léa, qui un jour a senti qu'il y avait un décret divin contre son père, que son père allait mourir, et elle a réuni un tribunal chassidique et elle a dit qu'elle prenait sur elle la mort de son père. Elle est morte. À son époque, son fils Menachem Mendel, qui devait devenir plus tard le troisième rabbi de Lubavitch, était très jeune, et Rabbi Shneur Zalman l'a pris en tutelle.
Donc Rabbi Menachem Mendel, le troisième Rabbi de Lubavitch, était en quelque sorte le petit-fils de Rabbi Shneur Zalman. C'est Rabbi Shneur Zalman qui l'a éduqué. Il épousera plus tard sa cousine, la fille du précédent Rabbi Dovber. C'est un homme qui est un tel savant sur le plan talmudique qu'à son époque on dit il n'y a plus de controverse avec les mitnagdim. C'est un homme dont le savoir était immense. Il a laissé un commentaire de la Torah et de la Bible qui fait 38 volumes, qui est réédité actuellement sous la forme d'une encyclopédie. C'est un homme qui devra aussi affronter de graves problèmes communautaires. On est à l'époque de Nicolas Ier, il ne faut pas oublier. Nicolas Ier est un antisémite virulent et véreux, et c'est lui qui éditera le fameux décret des cantonistes, qui veut que on engage des enfants à partir de 12 ans dans l'armée russe pour 25 ans. Pour 25 ans. Alors, Rabbi Menachem Mendel sera en première ligne pour lutter contre cela, parce que c'est lié à beaucoup de drames. Il y aura des kidnappeurs, il y aura des rachats, il y aura des corruptions. Et tout simplement Oui, d'ailleurs, il faut rappeler que c'était à la communauté juive qu'il incombait de désigner les pauvres enfants qui allaient être engagés de force dans l'armée. Ça donnait lieu à des déchirements, ce que Rabbi Menachem Mendel a fait. Il faut savoir que depuis Rabbi Shneur Zalman, les rabbis de Lubavitch avaient une citoyenneté d'honneur du fait que Rabbi Shneur Zalman avait adhéré avait émis une opinion contre Napoléon. Le tsarisme lui en avait été en quelque sorte reconnaissant en leur donnant un certificat de bonne citoyenneté. Rabbi Menachem Mendel va intriguer politiquement pour essayer de corrompre tous les gens qui sont chargés de recruter des enfants, puisqu'il fallait un quota de 10 pour 1000, je crois. Et finalement, il va essayer jusqu'à l'abolition de ce décret des cantonistes, qui sera vers 1855 par Alexandre II, va lutter contre ce décret. Alors c'est pour dire que c'était un grand savant, reconnu du point de vue de la halacha, du chassidisme, de la kabbale, mais c'est aussi un homme qui est en première ligne pour défendre ses frères, et on verra que cet aspect des rabbis de Lubavitch ira en s'accentuant à mesure que les pressions contre le judaïsme iront elles-mêmes en s'apesantissant. Alors Serge Brodovitch, on se retrouve après une pause musicale. La pause musicale, c'est un chant qui est attribué au rabbi que nous allons évoquer immédiatement après, Rabbi Shmuel. C'est le nigoun de Rabbi Shmuel, c'est le chant de Rabbi Shmuel. Voilà, le nigoun de Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, c'est la 4e génération. Rabbi Shmuel, c'est la 4e génération, effectivement, et on arrive à une période très très critique de l'histoire russe. Rabbi Shmuel naît en 1834, il meurt en 1882. C'est une période très agitée qui annonce des périodes encore plus agitées en Russie. C'est la période qui prédit déjà l'hallali du tsarisme. C'est une période où se développent également des choses qui ne sont pas très positives pour le judaïsme, à savoir la grande littérature russe.
à savoir Dostoïevski et Gogol, Tourgueniev, tous ces gens qui vont développer un stéréotype juif extrêmement négatif, comme on le sait. C'est l'époque aussi des Pobiedonostsev, de tous ces gens qui vont influer sur les tsars pour en faire de véritables antisémites. Et c'est à cette époque que se développe, que vient Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel est une personnalité un peu particulière qui annonce peut-être un peu celle de l'actuel rabbi qu'on évoquera un peu plus tard. C'est un homme qui est extrêmement distingué. C'est un homme qui vit paradoxalement, contrairement à ses prédécesseurs, une vie un peu fastueuse, qui cache beaucoup de choses en vérité, qui cache une santé extrêmement déplorable, qu'on évoquera à la suite d'une anecdote. C'est un homme qui aussi publiera énormément d'ouvrages parce que les rabbis, comme on le sait, étant donné le caractère intellectuel de la pensée Chabad, eh bien ce n'est pas tant dans le vécu démontré que dans l'écriture que se manifeste et que dans l'enseignement que se manifeste l'enseignement des rabbis. On peut raconter une anecdote sur Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel est venu une fois à Paris dans le but de rencontrer un seul homme. Rabbi Shmuel est venu une fois à Paris et s'est installé dans un hôtel qui, je crois, était l'hôtel intercontinental. On raconte qu'il est allé dans la salle de jeu, parce qu'à l'époque, dans les hôtels, il y avait des salles de jeu. Il s'est approché d'un juif et il lui a dit, tu sais, ce juif s'appelait Monsieur Klein, et il lui a dit, vous savez, Monsieur Klein, manger non cachère, c'est extrêmement néfaste pour l'esprit d'un juif. Et à ce moment-là, que la tradition chassidique, l'homme a été extrêmement troublé. Il a quitté la salle de jeu. On dit que cet homme est devenu un homme religieux, qu'il a donné une famille très religieuse par la suite, et que Rabbi Shneur Zalman est immédiatement rentré en Russie à la suite de ce voyage. C'est pour dire, j'ai voulu juste illustrer que si l'aspect, communautaire, politique et didactique était caractéristique chez les Rabbi Lubavitch, mais l'aspect individuel des gens était aussi très important. Rabbi Shmuel va aussi jouer un rôle communautaire dans la mesure où dès 1880 et même avant, on assiste à de très violents pogroms en Russie. Rabbi Shmuel va intervenir auprès des autorités. Rabbi Shmuel annonce aussi quelque chose qu'on verra chez ses successeurs, à savoir qu'il voyage beaucoup à l'étranger, d'abord à cause de sa santé, mais aussi parce qu'il prend contact avec des interlocuteurs communautaires et politiques de l'extérieur pour venir en aide à ses frères en Russie. C'était la première fois pour le moment, et on raconte l'anecdote qu'à la suite d'un très violent pogrom, je pense que c'était à Kiev, il a eu une entrevue avec le ministère de la Police, et il lui a dit, vous savez, l'Occident ne restera pas indifférent, parce que la Russie était quand même tributaire des investissements occidentaux, l'Occident ne restera pas indifférent à ce que vous êtes en train de faire. Et alors le ministère de la Police lui a dit, mais le rabbi de Lubavitch entend fomenter la subversion et la révolution avec l'aide des puissances extérieures. Et le rabbi lui a dit, ça, vous en faites pas, la révolution avec votre régime de corruption, elle interviendra de toute façon. Et le fait est qu'on était bien à l'époque où les premiers révolutionnaires se faisait jour. À cette époque, donc vers 1880, quelle était l'importance, quelle était la place du mouvement Lubavitch au sein de la grande famille chassidique? Eh bien, la grande famille chassidique était essentiellement implantée en dehors de la Russie. Les grands mouvements chassidiques qui sont nés par la suite, à savoir les mouvements de Gour, de Satmar, sont nés en Pologne, en Hongrie, en Roumanie. Le judaïsme soviétique, qui n'était pas encore soviétique, qui était russe, c'était essentiellement représenté par la communauté Lubavitch, je veux dire même officiellement. En face de cela, il y avait la communauté lituanienne qui était loin d'être négligeable, et par sa grandeur matérielle, et par les maîtres qu'elle a produits aussi. Alors la 5e génération, c'est Rabbi Shalom Dovber. Rabbi Shalom Dovber, oui, c'est un des fils de Rabbi Shmuel. Rabbi Shalom Dovber fait atteindre véritablement la grande dimension intellectuelle du mouvement chassidique Chabad. C'est l'homme des longues dissertations chassidiques. C'est un homme très difficile à définir. On dit qu'il y a toujours une lueur de désespoir dans son regard. C'est un homme qui a été extrêmement prolifique en matière de discours chassidiques. Ces discours chassidiques sont appelés des suites. Ce sont d'immenses dissertations qui apparaissent quasiment comme des thèses de doctorat, qui ont été prononcées chaque Shabbat et qui s'enchaînent sur des années. On dit souvent la suite
1912 ou la suite 1906. Il a produit une vingtaine d'ouvrages dans ce domaine. C'est très difficile à comprendre. On l'a comparé à Maïmonide. On a dit que c'était le Maïmonide du chassidisme, parce que vraiment, il faut, pour étudier ces livres, un immense investissement intellectuel. C'est lui qui fera les frais les frais de la révolution bolchevique, puisque c'est à son époque qu'il faudra abandonner Loubavitch en 1916 pour aller à Rostov, puis à Leningrad. Et lui-même dira qu'il finira sa vie en 1920, parce qu'il dira que les communistes et moi, on ne fera pas longtemps un chemin ensemble. Et véritablement, c'est un homme qu'on décrit comme ayant discipliné avec une très grande force ses attributs moraux, intellectuels. C'est un homme d'une très grande rigueur. C'est une figure particulière quand même du mouvement chassidique Chabad. Serge Brodovitch, je vous remercie. Alors, comme on dit en yiddish, Hemsher kommt, la suite au prochain épisode. Et la prochaine fois, nous reviendrons sur la révolution bolchevique et sur la suite de l'histoire du mouvement Chabad. C'était Loubavitch, le rabbi, le mouvement et les hommes, un feuilleton en 15 épisodes avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelver.